Laisse, maman. Tu restes assise là. On s'en occupe. Il a dit ça sans méchanceté apparente. Sans colère. Sans même me regarder, vraiment. Comme on parle à un objet encombrant qu'on ne sait plus où poser. J'étais dans le salon. Mon salon. Assise dans ce fauteuil que j'avais choisi il y a 15 ans, quand mon dos avait commencé à me faire souffrir. Autour de moi, la vie continuait sans moi. On parlait fort, on riait, on décidait. Les voix passaient haut au-dessus de ma tête, comme si je n'étais plus qu'un élément du décor, un meuble. Je me souviens très précisément de ce moment. Pas d'un choc brutal. Plutôt d'une humiliation lente, presque élégante. Celle qui ne laisse pas de traces visibles, mais qui ronge à l'intérieur. Ma bella, fille se penchait sur la table basse pour déplacer des papiers. Mon fils parlait de travaux, de réorganisation, de ce qu'on allait faire de la maison. Ils utilisaient le on avec une aisance parfaite. Je n'existais plus dans cette phrase. On va peut-être changer la disposition, disait Aïl. Oui, ce sera plus pratique, répondait elle. Plus pratique pour qui? J'ai voulu intervenir, dire quelque chose de simple. Que cette maison était encore la mienne. Que j'avais un avis, une voix, mais aucun son n'est sorti. Pas parce que je n'en étais pas capable. Parce que, ce jour-là, j'ai compris que parler n'était plus attendu de moi. On ne demande pas l'avis d'un meuble. J'ai observé leurs gestes. La façon dont ils se passaient les documents. Dont ils se consultaient du regard. Dont ils m'évitaient soigneusement. J'étais là, physiquement, présente, mais déjà exclue du cercle de la décision. Quelqu'un a déplacé une chaise sans me demander. Quelqu'un a posé une pile de dossiers sur la table où je prenais, habituellement, mon café. Quelqu'un a dit « Attention, ne la bouscule pas ». Là, pas maman, pas elle, là. Ce mot m'a transpercé. Je me suis vue de l'extérieur. Une femme âgée, bien habillée, propre, silencieuse, qu'on déplace mentalement d'un coin à l'autre pour que l'ennemi, espace, reste fonctionnel. Je n'étais plus une personne. J'étais devenue une contrainte logistique. Et soudain, quelque chose s'est fissuré en moi. Pas de la tristesse, pas encore de la colère. Une lucidité froide. Je me suis dit, il ne me maltraite pas. Il m'efface. Et cette pensée a été plus violente que n'importe quel cri. Mon fils s'est tourné vers moi. Enfin. Tu es fatiguée, maman. Repose à toi. Ce n'était pas une proposition. C'était une mise à l'écart, polie. J'ai hoché la tête. J'ai obéi. Je suis restée assise. Immobile, silencieuse. Ils ont pris cela pour une victoire. Pour de la résignation. Pour la confirmation que j'étais exactement ce que ils pensaient, inoffensive, passive, déjà à moitié absente. Ils ne savaient pas que, derrière ce silence, quelque chose venait de se réveiller. Je regardais mes mains posées sur mes genoux. Ces mains avaient travaillé toute une vie. Elles avaient nourri, soigné, porté, construit. Et maintenant, on les voulait immobiles, inutiles, décoratives. C'est là, précisément là, que j'ai compris que je n'avais plus le droit de me tromper. Que continuer à me taire ne préserverait rien. Ni l'amour, ni la famille, ni même la paix. Je n'ai rien dit ce jour-là. Mais, intérieurement, une phrase s'est imposée avec une clarté implacable. Si je reste à cette place, je disparaîtrai. Alors, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai décidé de reprendre ma place. Pas par le bruit, pas par la confrontation, mais par la loi. Avant de devenir ce meuble silencieux dans mon propre salon, j'ai été une femme debout. Une femme qui choisissait, qui organisait, qui portait. Quand j'y repense aujourd'hui, ce n'est pas avec nostalgie excessive, mais avec une précision presque clinique, comme si je faisais l'inventaire de ce que j'ai donné et de ce que j'ai laissé prendre. Je me suis mariée jeune. Pas par fuite, pas par contrainte. Par confiance. J'aimais mon mari pour sa stabilité, pour sa manière de promettre peu, mais de tenir. Ensemble, nous avons bâti une vie simple, solide. La maison s'est élevée lentement, à notre image. Rien de luxueux. Juste ce qu'il fallait pour accueillir des enfants, des rires, des dimanches trop courts. J'ai travaillé, puis j'ai arrêté. Les enfants sont arrivés, et avec eux cette conviction que tout devait être fluide,
Rassurant, prévisible. J'étais celle qui faisait tenir l'ensemble. Les horaires, les repas, les rendez-vous, les urgences. Je savais où étaient les papiers, les économies, les clés. J'aimais cette responsabilité. Elle me donnait une place claire. Quand mon fils est né, j'ai compris ce que signifiait prendre sur soi. J'ai appris à me lever la nuit sans me plaindre, à reporter mes envies, à attendre. J'ai cru que cette patience serait reconnue plus tard. Naturellement, je ne pensais pas en termes de retour. Je pensais en termes de continuité. Mais les années ont filé. Les enfants ont grandi. Mon mari est tombé malade. Là encore, j'ai tenu. J'ai appris le langage des médecins, les couloirs d'hôpitaux, les silences qui font plus de bruit que les mots. J'ai pris des décisions difficiles. Toujours seule, mais jamais perdue. Après sa mort, quelque chose s'est déplacé. Pas tout de suite, lentement. La maison, jusqu'à la vivante, est devenue un lieu de mémoire. J'y étais attachée non par habitude, mais parce qu'elle contenait tout ce que nous avions été. Je pensais naïvement que cela suffisait à la protéger et à me protéger, moi. C'est à ce moment-là que ma belle fille est entrée dans nos vies. Organisée, efficace, toujours pressée. Elle parlait d'optimisation, de simplification, de bon sens. Elle avait des dossiers bien rangés et des idées claires. J'ai vu en elle un relais, quelqu'un qui prendrait soin de mon fils, comme je l'avais fait. Peu à peu, j'ai commencé à céder les petites choses. Un avis non donné, une décision laissée à d'autres. Une clé prêtée, rien d'alarmant. Pensée à jeu, c'était le cours normal des choses. Les parents se retirent, les enfants avancent. Je n'ai pas vu que ce retrait devenait un glissement, que ma place n'était plus seulement partagée, mais déplacée. On ne me demandait plus, on m'informait, on ne me consultait plus, on m'expliquait. J'ai confondu respect et silence. J'ai confondu confiance et abandon. Je croyais encore être au centre, alors que je n'étais déjà plus qu'en périphérie. Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est la douceur avec laquelle tout s'est fait. Pas de rupture, pas de conflit ouvert. Juste une lente habitude à décider sans moi, à parler au A-dessus de moi, à considérer que je serai toujours là, immobile, disponible, acquise. Comme un meuble ancien, qu'on garde par attachement, mais dont on ne demande plus l'avis. Je n'étais pas malheureuse, à l'époque. J'étais utile, et j'ai longtemps cru que cela suffisait à définir une place. Je me trompais, car une place qui ne se défend pas finit toujours par être occupée par d'autres. Les premières humiliations n'ont pas eu la violence d'un choc. Elles se sont installées comme une poussière fine, presque invisible, mais persistante. On peut vivre longtemps dans la poussière, sans s'en plaindre, jusqu'au jour où l'on s'aperçoit qu'on respire moins bien. Au début, il y a eu les phrases dites à la légère. Tu n'as pas besoin de te lever, je vais le faire. Laisse, maman, c'est trop compliqué pour toi. On t'expliquera après. Je les ai accueillis avec gratitude. Je me disais qu'on prenait soin de moi, que c'était normal, à mon âge, d'être soulagée de certaines responsabilités. J'ignorais encore que l'aide, quand elle n'est pas demandée, peut devenir une manière de prendre le pouvoir. Puis il y a eu les gestes, les objets déplacés sans me prévenir, les papiers rangés ailleurs, la télécommande qu'on me retirait doucement des mains pour aller plus vite. Chaque fois, on souriait. Chaque fois, on me remerciait presque de ne pas protester. Un jour, j'ai cherché mes lunettes pendant de longues minutes. Elles étaient sur la commode de l'entrée, là où je ne les posais jamais. Claire m'a regardé avec un air faussement inquiet. Mais tu vois, tu oublies. Cette phrase m'a glacée. Pas parce qu'elle était méchante, parce qu'elle était stratégique. À table, les conversations changeaient de ton quand j'intervenais. On parlait de travaux, de finances, de projets. Je donnais mon avis, timidement. Mon fils hochait la tête, puis poursuivait comme si je n'avais rien dit. Claire reformulait, corrigeait, décidait. On verra plus tard, disait-elle. Le plus tard n'arrivait jamais. On a commencé à parler sur moi, devant moi. Elle fatigue vite. Elle n'aime plus trop le changement. Il faut faire attention avec elle. Puis, je devenais un sujet, pas une interlocutrice. Il y a des soirs où je m'assois sans allumer la lumière. Pas par économie, ni par fatigue. Par choix. J'aime ce moment où la pièce s'assombrit doucement, où les contours deviennent flous et où il ne reste que l'aine essentielle. Ma respiration,
le battement régulier de mon cœur, la certitude tranquille d'être à ma place. Je repense alors à celle que j'étais devenue sans m'en rendre compte. À cette femme qu'on déplaçait mentalement d'un coin à l'autre, qu'on contournait, qu'on protégeait contre son avis. Une femme encore debout, mais déjà reléguée au rôle d'objet familier. Utile par habitude. Tolérée par convenance. On ne m'a pas frappé. On ne m'a pas crié dessus. On a fait pire. On m'a parlé comme si je n'étais plus tout à fait là. Comme si mes décisions étaient devenues un risque à gérer. Comme si mon existence devait être optimisée. Longtemps, j'ai cru que l'amour familial excusait tout. Que se taire, c'était préserver. Que céder, c'était aimer. J'ai appris tardivement que certaines concessions ne nourrissent pas la paix, mais l'effacement. Et que l'effacement, quand il devient une habitude, ouvre la porte à toutes les violences silencieuses. Je ne nourris plus de colère. Elle m'a quitté d'elle-même quand j'ai cessé de lutter pour être comprise. Je n'ai pas cherché à convaincre, ni à punir. J'ai simplement cessé d'accepter l'inacceptable. Proie, et cette décision, pourtant simple, a bouleversé tout l'équilibre. La loi n'a pas été mon arme. Elle a été mon appui. Elle m'a offert un cadre là où l'affection s'était dissoute. Elle m'a permis de reprendre une place, sans hausser la voix, sans humilier, sans me renier. Une place claire, reconnue, incontestable. Je sais que, pour certains, je resterai celle qui a tout compliqué, celle qui n'a pas su rester à sa place, comme si cette place avait jamais été définie par moi. Les récits se construisent toujours pour protéger ceux qui refusent de regarder leur part de responsabilité. Je n'essaie plus de corriger ces récits. Ils ne me définissent pas. Je pense souvent aux femmes qui vivent encore ce glissement lent, à celles qu'on aide un peu trop, qu'on rassure un peu trop, qu'on empêche doucement de décider, à celles qui sentent confusément que quelque chose leur échappe, sans réussir à nommer quoi. Je voudrais leur dire que ce malaise n'est pas une faiblesse. C'est un signal, et qu'il mérite d'être écouté. Je voudrais leur dire qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre sa place. Pas celle qu'on vous assigne, celle que vous choisissez. Même si cela implique de décevoir. Même si cela dérange l'ordre établi. Même si cela oblige à dire non pour la première fois. La dignité ne se mesure pas à l'âge, ni au rôle qu'on vous prête. Elle se mesure à la capacité de se reconnaître soi à même, même quand les autres ont cessé de le faire. Aujourd'hui, ma vie est plus simple, plus silencieuse. Elle tient dans des gestes modestes, des habitudes choisies, des décisions prises sans justification. Je n'ai plus besoin d'être utile pour être légitime. Je n'ai plus besoin d'être aimable pour être respectée. Je ne suis pas devenue dure. Je suis devenue précise. Et cette précision m'a rendue libre. Quand je ferme les yeux le soir, je n'entends plus les voix qui parlaient au-dessus de moi. J'entends la mienne. C'est plus calme, stable, présente. Elle ne demande plus la permission d'exister. Si cette histoire devait laisser une trace, je voudrais qu'elle rappelle une chose simple, essentielle. Que l'on oublie trop souvent, se taire n'est pas toujours renoncer. Il arrive que ce soit une manière de préparer le moment. Juste, car, au bout du silence choisi, il y a parfois la justice. Le silence peut aussi être une forme de justice. Je me suis surprise à demander la permission pour des choses qui avaient toujours été évidentes. Là, sortir. Inviter quelqu'un. Déplacer un meuble. Comme si mon existence devait désormais s'inscrire dans un cadre qu'après on dessinait sans moi. Un après-midi, j'ai entendu Claire dire à une amie « On gère comme on peut ». On gère quoi? Moi? Cette pensée m'a fait honte. Pas de moi. D'avoir accepté, sans protester, cette transformation progressive. Je me suis tue, encore, par peur de créer un conflit, par peur d'être accusée d'ingratitude, par peur, surtout, qu'on me dise que j'exagérais, que tout était dans ma tête. Le doute est une arme redoutable. Quand on commence à douter de sa propre perception, on laisse aux autres le soin de définir la réalité. Je me suis mise à surveiller mes gestes, mes mots, à parler moins, à sourire plus, à devenir discrète, presque transparente. On me félicitait pour cela. Tu vois, quand tu es comme ça, tout va mieux. Cette phrase m'a accompagnée longtemps. Elle sonnait comme une récompense pour mon effacement. Je n'étais pas encore maltraitée, pas officiellement, mais j'étais déjà déplacée.
Lentement, méthodiquement, sans violence apparente. Il ne me faisait pas mal. Il me réduisait. Et je commençais à comprendre, confusément, que ce genre de blessure là laisse rarement des bleus visibles, mais qu'il enlève quelque chose de bien plus précieux. La certitude d'avoir une place légitime. La goutte d'eau n'est pas tombée le jour où l'on m'a parlé sèchement, ni celui où l'on a déplacé mes affaires sans me prévenir. Elle est tombée un matin banal, presque doux, avec un rayon de soleil posé sur la table de la salle à manger. Un matin où je pensais encore que le pire était derrière moi. Claire avait laissé des dossiers ouverts. Elle était sortie répondre à un appel. Pressée, sûre d'elle. Sur la table, parmi des factures et des devis, il y avait une chemise cartonnée. Mon nom y figurait, écrit d'une main qui n'était pas la mienne. J'ai hésité, longuement. Je me suis dit que je n'avais pas à fouiller, que ce n'était pas correct. Puis, une pensée, simple et calme, s'est imposée. Il s'agit de moi. J'ai ouvert. Les mots étaient nets, administratifs, sans affect. Autorisation de gestion. Mandat. Représentation. Je reconnaissais le vocabulaire sans en reconnaître l'origine. Et, en bas de la page, une signature. Ma signature. Ou plutôt, une imitation suffisamment proche pour tromper un regard. Pressé. J'ai senti un froid précis me traverser la poitrine. Pas une panique, ni une certitude. Je n'avais jamais signé ce document. La date correspondait à une période où j'étais affaiblie, fatiguée, encore sous le choc de certaines pressions répétées. Je me souvenais très bien de ces jours-là. Et je savais, avec une clarté absolue, que jamais je n'aurais donné une telle autorisation. Claire est revenue. Elle a vu mon visage. Elle a compris immédiatement. « Oh, tu as regardé ?» elle dit. Comme on dirait, ce n'est pas grave. Je lui ai tendu le document. Qu'est-ce que c'est? Elle n'a pas nié. Elle n'a pas eu besoin. Elle a souri, ce sourire calme qu'elle utilisait quand elle voulait paraître raisonnable. C'est pour simplifier les choses. Tu sais bien que tu te fatigues vite. Julien voulait éviter les problèmes si jamais. Si jamais quoi? Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas tremblé. J'ai simplement demandé « Qui a signé à ma place ?» Elle a soupiré, un soupir d'agacement, pas de gêne. Tu dramatises. On a fait ça pour ton bien. Cette phrase-là a tout changé. Car à cet instant précis, j'ai compris qu'il ne s'agissait plus d'aide, ni même de maladresse. Là, il s'agissait d'une prise de pouvoir assumée, légale, organisée, froidement préparée. Julien est arrivé peu après. Je lui ai montré le document. Il l'a parcouru rapidement, sans surprise visible. « Maman, on en a parlé. Tu étais d'accord. » Ce mensonge, dit avec une telle facilité, m'a coupé le souffle. Pas parce qu'il mentait, parce qu'il croyait pouvoir réécrire la réalité sans que je m'en aperçoive. Je me suis levée. J'ai rangé le document dans mon sac. J'ai senti mes mains devenir étonnamment calmes. Je n'ai jamais donné mon accord, et à jeudi. Et tu le sais, Julien n'a pas répondu. Son silence a été plus révélateur que n'importe quelle justification. Là, je suis allée dans ma chambre. J'ai fermé la porte. J'ai regardé autour de moi. Les meubles, les photos, les objets que j'avais choisis, payés, conservés. Car tout cela était encore à moi. Mais pour combien de temps? Ce jour-là, j'ai cessé de me poser la mauvaise question. Je ne me suis plus demandé pourquoi il faisait cela. Je me suis demandé comment je pouvais l'empêcher. Alors, j'ai pris un carnet. J'ai noté la date, les mots exacts, les réactions. Sans colère, sans pathos, comme on dresse un constat. Je n'étais plus seulement humiliée. J'étais menacée. Et dans ce silence lourd, j'ai pris une décision que je n'ai plus jamais remise en question. Je ne laisserai plus personne décider de ma place à ma place. À partir de ce moment-là, je n'ai plus été un meuble. Je suis redevenue une femme qui agit. Après cette découverte, le temps a changé de texture. Les journées semblaient identiques, mais à l'intérieur, tout était différent. Je faisais les mêmes gestes, je répondais aux mêmes phrases, mais chaque parole résonnait autrement. Comme si j'avais enfin retiré un voile, trop longtemps posé sur mes yeux. Les nuits sont devenues des lieux d'éveil. Je m'allongeais, les mains croisées sur le ventre, le regard fixé au plafond. Le sommeil venait par fragments, haché, fragile. À chaque réveil, la même pensée revenait.
calme et insistante. On a voulu décider pour moi parce que je les ai laissés faire. Cette idée ne m'a pas écrasée. Elle m'a redressée. Je me suis revue à travers les années. Les fois où j'avais cédé pour éviter une tension. Les moments où j'avais préféré le silence à la confrontation. Je croyais préserver l'harmonie familiale. En réalité, j'avais appris aux autres que mon consentement était acquis. J'ai beaucoup écrit, dans ce carnet devenu mon refuge. J'y notais les faits, mais aussi mes émotions, sans les juger. La honte, surtout. Pas celle qu'on m'imposait, mais celle que je ressentais d'avoir douté de moi, à même. D'avoir accepté qu'on me parle comme à quelqu'un qui ne comprend plus. Je me suis surprise à murmurer des prières, tard le soir, pas des prières de vengeance, des prières de clarté. Je demandais à rester lucide, à ne pas céder à la peur, à ne pas me laisser entraîner dans des réactions qui me ressembleraient trop peu. Progressivement, une question simple s'est imposée. Qu'est ce que je veux, maintenant? Pas ce qu'ils attendent, pas ce qu'ils projettent. Moi, je ne voulais pas d'excuses forcées. Je ne voulais pas de paix factice. Je voulais retrouver une place qui ne dépende plus de leur regard. Une place définie par la loi, si nécessaire, puisque l'affection ne suffisait plus. J'ai commencé à observer différemment. J'écoutais plus que je ne parlais. Je notais mentalement chaque contradiction, chaque tentative de minimisation. Je comprenais désormais que ce n'était pas moi qui exagérais. Alors c'est, mais eux qui normalisaient l'inacceptable. Un matin, en relisant l'acte de propriété de la maison, j'ai ressenti une forme de soulagement presque physique. Mon nom était là, clair, indiscutable. La réalité juridique résistait à leur récit. Ce jour-là, j'ai cessé de me demander si j'étais légitime à agir. Je l'étais. Je n'ai parlé à personne de ma décision, pas même à mes proches. Cette fois, le silence n'était plus une faiblesse. Il devenait une préparation. Je savais que, quoi que je fasse, on me jugerait. Trop dure, trop tardive, trop radicale. Alors, autant agir pour les bonnes raisons. Je n'étais plus dans la réaction. J'étais dans la construction. Je sentais une force tranquille s'installer en moi. Pas celle de la colère, qui consume. Celle de la cohérence, qui tient. Je ne voulais pas reprendre le pouvoir. Je voulais reprendre ma place. Et je savais désormais comment j'allais m'y prendre. Je n'ai rien fait dans la précipitation. Après cette prise de conscience, je me suis imposé une règle simple. Chaque geste devrait être calme, légal, irréversible. Pas de scène, pas de menace, pas d'explication inutile. Je ne voulais pas reprendre ma place par la force, mais par le droit. Le premier rendez-vous, je l'ai pris chez un notaire que je ne connaissais pas. Pas celui de la famille. Pas celui que Julien citait parfois comme une évidence. Un cabinet discret, à 2 rues du marché, recommandé par une voisine qui ne posait jamais de questions. J'y suis allée seule. Quand il m'a demandé ce qui m'amenait, j'ai répondu sans détour. Je veux m'assurer que personne ne puisse décider à ma place. La voir corps. Il m'a regardé longuement, puis il a hoché la tête. Pas de surprise, pas de condescendance, seulement du sérieux. J'ai sorti mon carnet, mes documents, le fameux mandat, l'acte de propriété. J'ai raconté les faits, dans l'ordre. Sans adjectif, sans émotion inutile. Il a été très clair. Ce papier n'avait aucune valeur sans mon consentement réel. La maison m'appartenait pleinement. Aucune décision ne pouvait être prise sans moi. Ces phrases m'ont rendu quelque chose de précieux. Une stabilité intérieure. Nous avons tout repris depuis le début. J'ai fait révoquer toute autorisation ambiguë. J'ai demandé des attestations écrites. J'ai exigé que chaque chose soit tracée, datée, vérifiable. Ce n'était pas compliqué. C'était simplement rigoureux. Ensuite, j'ai ouvert un nouveau compte bancaire. À mon nom seul, sans procuration, sans regard extérieur. J'y ai transféré progressivement mes économies. Rien de spectaculaire, juste une reprise en main. Chaque signature me rendait un peu plus solide. À la maison, je continuais à jouer mon rôle, celui qu'ils attendaient. La femme âgée, un peu lente, un peu effacée, reconnaissante qu'on s'occupe d'elle. Je souriais. Je répondais vaguement. Je ne m'opposais à rien. Ils ont confondu mon calme avec de la résignation. De l'autre bout, un soir, Claire m'a dit « Tu vois, quand tu nous fais confiance, tout est plus simple. »
J'ai acquiescé, en silence. Il ne savait pas que, pendant qu'il me pensait immobile, je redevenais précise, organisée, déterminée. J'ai fait expertiser la maison. J'ai pris des renseignements. J'ai envisagé toutes les options. La garder, la vendre, la transmettre autrement. Pour la première fois, je me posais la question sans culpabilité. Ce qui me guidait n'était pas la vengeance. C'était la cohérence. Cette maison ne devait plus être un levier contre moi. Elle devait devenir une protection. Quand j'ai décidé de la vendre, je n'ai rien annoncé. Pas par peur, par stratégie. J'ai signé les documents chez le notaire, un matin pluvieux, avec une sensation étrange. Celle de fermer une porte pour en ouvrir une autre. Le testament est venu ensuite. Clair. Sans ambiguïté. Chaque phrase pesée. Chaque choix assumé. J'ai décidé ce que je voulais transmettre, et à qui je ne voulais plus rien devoir. Tout cela s'est fait dans le plus grand silence. Un silence dense, structuré, volontaire. Un silence qui n'était plus subi, mais choisi. Je ne préparais pas une revanche. Je préparais une sortie. Et sans le savoir, il me laissait faire. La confrontation n'a pas éclaté dans un cri. Elle est arrivée comme une porte qui claque doucement, mais définitivement. Un matin ordinaire, trop ordinaire pour ce qui allait suivre. Mon fils m'a appelé. Sa voix n'avait plus l'assurance tranquille des jours précédents. Elle était sèche, nerveuse, comme si chaque mot risquait de lui échapper. « Maman, on a reçu un courrier. Du notaire. » Je me suis assise. J'ai posé le téléphone sur la table, bien en face de moi, comme on place un objet qu'on veut regarder sans trembler. « Oui, et ah, je répondu. » Il a hésité. Ce silence là, je l'ai reconnu. Ce n'était pas celui de la réflexion. C'était celui de la peur. La maison, elle est en vente. J'ai laissé passer quelques secondes. Pas pour le faire souffrir. Pour m'assurer que ce moment existait vraiment. Qu'il ne s'agissait pas d'un rêve tardif. Elle est vendue, et je dis calmement. Ah, sa réaction a été immédiate. Une montée de colère mal contenue. Tu n'avais pas le droit. On en parlait. On avait des projets. On. Toujours ce on qui me dissolvait. J'en ai parlé avec le notaire, et a-je répondu, et avec la loi. Il a raccroché sans un mot. Ils sont arrivés le soir même. Mon fils marchait de long en large, incapable de rester en place. Claire, elle, s'était assise. Droite. Raide. Son visage ne cherchait même plus à paraître aimable. « Tu nous as trahis ?» a-t-elle dit. J'ai levé les yeux vers elle. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas protesté. Non, je répondu. Je me suis protégée. Julien a tenté une autre approche. Plus douce, plus calculée. Maman, tu ne te rends pas compte. Tu as été manipulée. On peut arranger ça. Revenir en arrière. Cette phrase m'a presque fait sourire. Revenir en arrière. Comme si l'on effaçait des signatures, des dates, des décisions prises en pleine conscience. Il n'y a pas de retour, je dis. Ils ont alors compris. Pas complètement, pas d'un coup, mais suffisamment pour que la colère cède la place à quelque chose. De plus brut, la perte de contrôle. Claire a pleuré. Julien a menacé. Puis il a supplié. Les rôles se sont inversés avec une rapidité déconcertante. Ceux qui décidaient pour moi cherchaient désormais à me influencer. Moi, je n'ai pas changé de ton. Quelques jours plus tard, ils ont tenté de contester. Ils parlaient d'abus, de manipulation, d'altération. Le dossier était prêt. Trop prêt. Comme s'ils y avaient pensé bien avant. Je me suis présentée à l'audience sans mise en scène, sobrement, avec mes documents. Mes dates, mes signatures, tout ce qu'il n'avait jamais cru nécessaire de vérifier. Le juge a écouté, longtemps. Il a posé des questions précises. Aucune émotion, seulement des faits. Quand il a enfin parlé, sa voix était neutre, presque administrative. Madame est parfaitement lucide. Elle a exercé ses droits. Les actes sont valables. J'ai senti quelque chose se refermer derrière moi. Pas une victoire. Une évidence. Julien a baissé la tête. Claire est restée immobile. Leur stratégie s'était heurtée à ce qu'ils avaient sous-estimé. Ma capacité à agir seule. Je suis sortie du tribunal sans me retourner. Dehors,
L'air était frais. J'ai respiré profondément. Pas de soulagement spectaculaire. Une paix calme. Dense. Le piège s'était refermé. Pas sur eux, sur ce qu'ils avaient voulu faire de moi. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'étais plus un meuble qu'on déplace. J'étais une femme debout, reconnue, irréversible. Après l'audience, tout s'est défait avec une rapidité qui m'a surprise, comme si la famille n'avait tenu que par le membre. Illusion que quelqu'un, moi, resterait immobile pour maintenir l'équilibre. Une fois cette immobilité rompue, chacun a commencé à glisser. Les appels ont afflué, pas d'abord de mon fils. D'autres voix. Des parents éloignés, des connaissances, des gens qui n'avaient jamais vraiment pris de mes nouvelles. Ils parlaient de malentendus, de mauvaise communication, de choses qui auraient pu se régler autrement. Le vocabulaire de l'apaisement sert souvent à masquer la peur de regarder les faits. Je les écoutais sans répondre. J'avais appris, enfin, que tout expliquer revient parfois à se remettre en position de justification, et je n'avais plus rien à justifier. Julien finit par appeler. Sa voix était méconnaissable. Plus basse, plus hésitante. Tu ne te rends pas compte de ce que tu fais, a-dit. Tout le monde parle. Claire est effondrée. Il ne m'a pas demandé comment j'allais. Il m'a parlé de l'impact, de l'image, des conséquences pour eux. J'ai compris alors que, même après le jugement, il me voyait encore comme un élément perturbateur, pas comme une personne lésée. Il ose. Claire, elle, a choisi la colère. Des messages secs, accusateurs. Elle parlait de trahison, d'ingratitude, de violence morale. Les mots étaient lourds, presque ironiques. Ceux qui me avaient réduite au silence découvraient soudain le langage de la souffrance. Je n'ai répondu à aucun message. La famille s'est divisée très vite. Certains ont pris leur parti, par fidélité automatique, par confort, par peur de remettre en cause ce qu'ils avaient toujours cru. D'autres ont commencé à poser des questions, à relire les événements, à se souvenir de scènes qu'ils avaient trouvées étranges, autrefois, sans oser les nommer. Les vérités ont ceci de particulier qu'elles ne restent jamais longtemps isolées. Une fois formulées, elles circulent. On a parlé du document, de la signature douteuse, de la pression pour récupérer les clés, de cette façon insidieuse de parler à ma place. Tout ce que j'avais consigné, méthodiquement, dans mon carnet, trouvait désormais un écho ailleurs. Je regardais cela de loin. Très littéralement. J'avais commencé à préparer mon départ. La maison se vidait doucement. Chaque carton était un tri. Pas seulement d'objets, mais de souvenirs. Je gardais ce qui me semblait juste. Je donnais le reste. Sans drame. Sans nostalgie excessive. Un après-midi, Julien est passé sans prévenir. Il est resté debout dans l'entrée, mal à l'aise, comme quelqu'un qui ne sait plus quelle est sa place. Je ne te reconnais plus. A-il dit. Je l'ai regardé longtemps. J'ai cherché la colère. Elle n'était plus là. Moi, si, ai-je répondu. Il n'a rien ajouté. Il est reparti comme il était venu, sans claquer la porte. Sans promesse. J'ai compris que quelque chose venait de se rompre définitivement. Pas un lien d'amour, mais une illusion de contrôle. Les jours suivants, les reproches ont continué de circuler sans moi. Les alliances ont changé. Les silences se sont installés là où il y avait autrefois des certitudes. Puis elle, était devenu le point autour duquel chacun devait désormais se positionner. Et moi, pour la première fois, je n'étais plus au centre du conflit. Quand les clés ont été remises au nouveau propriétaire, je les ai posées sur la table une dernière fois. Pas avec tristesse, avec reconnaissance. Cette maison avait été un socle. Elle ne devait pas devenir une prison. La famille, elle, continuait de se désagréger, révélant des fragilités que je n'avais pas causées, seulement mises en lumière. Je n'étais plus leur enjeu. Je n'étais plus leur support. Je n'étais plus ce meuble silencieux, autour duquel tout s'organisait. J'étais déjà ailleurs, intérieurement. Et cette distance, loin de me faire souffrir, me rendait enfin légère. Je suis partie sans bruit. Pas de discours, pas d'annonce solennelle. J'ai choisi un endroit où personne ne connaissait mon nom de famille, ni mon histoire, ni les rôles qu'on m'avait assignés pendant des années. Un lieu simple, lumineux,
suffisamment loin pour que le passé ne frappe pas à la porte par habitude. L'appartement est modeste. 2 pièces, une cuisine étroite, une fenêtre qui donne sur un alignement d'arbres. Le matin, la lumière s'y glisse avec une douceur presque prudente, comme si elle voulait me demander la permission. Ici, rien ne m'attend. Et c'est précisément ce qui me fait du bien. Les premiers jours, j'ai ressenti une fatigue étrange. Pas celle du corps, mais celle qui suit les longues tensions. Je dormais beaucoup. Je me réveillais parfois désorientée, surprise de ne pas entendre de voix derrière la porte. Surprise surtout de ne rien avoir à gérer pour les autres. Peu à peu, une routine s'est installée. Le marché le mardi et le vendredi. Le café du coin, où l'on me salue sans me poser de questions. Une voisine discrète qui me sourit dans l'escalier. Des échanges simples, sans attente, sans dette invisible. Je redécouvrais le temps. Celui qui n'est pas découpé par les obligations familiales, les urgences des autres, les décisions prises à ma place. Je pouvais rester assise à la fenêtre, sans justification. Lire sans être interrompue. Marcher sans expliquer où j'allais. Je pensais souvent à cette phrase qu'on m'avait dite tant de fois, « On fait ça pour toi ». Ici, personne ne fait rien pour moi. Et je n'ai jamais été aussi bien. Il m'arrivait de repenser à mon fils. Pas avec colère, pas avec nostalgie non plus, avec une forme de lucidité calme. Je voyais désormais ce que je n'avais pas voulu voir, la facilité avec laquelle on s'habitue à recevoir, à décider, à disposer de l'autre quand celui-ci ne pose jamais de limites. Je ne cherchais plus à comprendre leurs raisons. Elles ne m'étaient plus nécessaires pour avancer. Un jour, j'ai reçu une lettre. Quelques lignes maladroites, d'une parente éloignée. Elle me disait qu'elle avait appris ce qui s'était passé, qu'elle me trouvait forte. Ce mot m'a fait sourire. Je ne me sentais pas forte. Je me sentais cohérente. Et cette cohérence-là me suffisait. J'ai commencé à trier mes affaires avec un regard nouveau. Ce que je gardais avait une fonction claire. Me faire du bien, me rappeler qui j'étais, m'accompagner sans m'encombrer. Le reste a trouvé une autre vie, ailleurs. Je ne me suis pas accrochée. Les objets, comme les rôles, peuvent devenir trop lourds quand on les conserve par habitude. Ainsi, je n'ai pas cherché à reconstruire une famille de remplacement. J'ai construit un espace intérieur surtout, où je pouvais penser sans me censurer, ressentir sans me justifier, décider sans demander la permission. Parfois, le soir, je m'assois sur le lit, une tasse chaude entre les mains. Je regarde la pièce autour de moi. Rien n'est spectaculaire, rien n'est approuvé. Et pourtant, tout est juste. Je sais que certains, là-bas, continuent de raconter leur version. Celle où j'aurais exagéré, celle où j'aurais changé. Ils ont raison sur un point, j'ai changé. Je ne me suis pas endurcie. Je me suis clarifiée. Cette nouvelle vie n'est pas une fuite. C'est une arrivée. Une arrivée tardive, peut-être, mais pleinement assumée. Je ne cours plus après une reconnaissance qui ne venait qu'au prix de mon effacement. Ce train, ici, je ne suis ni un meuble, ni une charge, ni une figure symbolique. Je suis une femme qui vit à son rythme. Et pour la première fois depuis longtemps, ce rythme m'appartient entièrement. Il y a des soirs où je m'assois sans allumer la lumière. Pas par économie, ni par fatigue. Par choix. J'aime ce moment où la pièce s'assombrit doucement, où les contours deviennent flous et où il ne reste que la âme. Essentielle, ma respiration. Le battement régulier de mon cœur. La certitude tranquille d'être à ma place. Je repense alors à celle que j'étais devenue sans m'en rendre compte. À cette femme qu'on déplaçait mentalement d'un coin à l'autre, qu'on contournait, qu'on protégeait contre son avis. Une femme encore debout, mais déjà reléguée au rôle d'objet familier. Utile par habitude. Tolérée par convenance. On ne l'a pas frappé. On ne l'a pas crié dessus. On a fait pire. On m'a parlé comme si je n'étais plus tout à fait là. Comme si mes décisions étaient devenues un risque à gérer. Comme si mon existence devait être optimisée. Longtemps, j'ai cru que l'amour familial excusait tout. Que se taire, c'était préserver. Que céder, c'était aimer. J'ai appris tardivement que certaines concessions ne nourrissent pas la paix, mais l'effacement. Et que l'effacement, quand il devient une habitude, ouvre la porte à toutes les violences silencieuses. Je ne nourris plus de colère. Elle m'a quitté d'elle-même,
quand j'ai cessé de lutter pour être comprise. Je n'ai pas cherché à convaincre, ni à punir. J'ai simplement cessé d'accepter l'inacceptable. Et cette décision, pourtant simple, a bouleversé tout l'équilibre. La loi n'a pas été mon arme. Elle a été mon appui. Elle m'a offert un cadre là où l'affection s'était dissoute. Elle m'a permis de reprendre une place, sans hausser la voix, sans humilier, sans me renier. Une place claire, reconnue, incontestable. Je sais que, pour certains, je resterai celle qui a tout compliqué. Celle qui n'a pas su rester à sa place. Comme si cette place avait jamais été définie par moi. Les récits se construisent toujours pour protéger ceux qui refusent de regarder leur part de responsabilité. Je n'essaie plus de corriger ces récits. Ils ne me définissent pas. Je pense souvent aux femmes qui vivent encore ce glissement lent. À celles qu'on aide un peu trop, qu'on rassure un peu trop, qu'on empêche doucement de décider. À celles qui sentent confusément que quelque chose leur échappe, sans réussir à nommer quoi. Mais je voudrais leur dire que ce malaise n'est pas une faiblesse. C'est un signal. Et qu'il mérite d'être écouté. Je voudrais leur dire qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre sa place. Pas celle qu'on vous assigne, celle que vous choisissez. Même si cela implique de décevoir. Même si cela dérange l'ordre établi. Même si cela oblige à dire non pour la première fois. La dignité ne se mesure pas à l'âge, ni au rôle qu'on vous prête. Elle se mesure à la capacité de se reconnaître soi à même quand les autres ont cessé de le faire. Aujourd'hui, ma vie est plus simple, plus silencieuse. Elle tient dans des gestes modestes, des habitudes choisies, des décisions prises sans justification. Je n'ai plus besoin d'être utile pour être légitime. Je n'ai plus besoin d'être aimable pour être respectée. Je ne suis pas devenue dure. Je suis devenue précise. Et cette précision m'a rendue libre. Quand je ferme les yeux le soir, je n'entends plus les voix qui parlaient haut au-dessus de moi. J'entends la mienne. Calme. Stable. Présente. Elle ne demande plus la permission d'exister. Si cette histoire devait laisser une trace, je voudrais qu'elle rappelle une chose simple, essentielle, que l'on oublie trop souvent. Se taire n'est pas toujours renoncer. Il arrive que ce soit une manière de préparer le moment. Juste. Car, au bout du silence choisi, il y a parfois la justice. Le silence peut aussi être une forme de justice.